La mémorisation a été indispensable au maintien de la vie et à son adaptation aux conditions changeantes du milieu tout au long de l'histoire de l'évolution. Les corrélations psycho-organiques et cérébro-organiques sont profondément ancrées dans le fonctionnement de notre organisme, bien avant le discours et les réflexions qui cherchent à les comprendre. Et leur universalité témoigne de leurs racines phylogénétiques lointaines inscrites dans notre code de comportement génétique. Plus un organisme vivant augmente ses perceptions de son environnement, plus il peut accroître ses possibilités de survie. Et enfin, la membrane cellulaire commande la cellule et le cerveau issu du neuroectoderme est l'équivalent de la membrane cellulaire et commande l'ensemble de l'organisme. En effet, on a tendance à considérer le cerveau comme un ensemble, alors que finalement, c'est une trinité. C'est une trinité de 3 cerveaux qui ont tous finalement une unité personnelle et une unité complémentaire l'un avec l'autre. Ce qui est intéressant à considérer, c'est que Steele nous a dit cette phrase célèbre qui disait « la structure gouverne la fonction ». Bien moi je dirais aujourd'hui que c'est la forme qui gouverne la fonction. Enfin, c'est mon intime conviction, et je ne retire pas tout l'honneur de cette phrase à Steele, bien entendu, mais je pense que la forme a quand même une importance qui n'est pas assez remarquée dans l'étude de la structure. Lorsque vous mettez 2 omoplates l'une à côté de l'autre, au niveau squelettique par exemple, si on prend cet aspect-là, vous allez avoir l'équivalent d'une vertèbre dorsale. Et ça veut dire que ces formes-là sont des formes évidemment d'appui. Si vous n'avez pas une omoplate, vous ne pourrez pas bouger votre épaule. Et si vous n'avez pas de dorsale, eh bien vous ne pourrez pas être dans une rectitude au niveau de votre colonne vertébrale. Et en fait, on s'aperçoit que pour l'appui, eh bien les formes vont avoir tendance à être de la même composition. Alors que si on prend un exemple de sphère, par exemple, eh bien, c'est-à-dire de mobilité, il suffit de prendre sur le plan de la physiologie, eh bien, si vous comparez le temporal, qui est l'os de l'oreille, eh bien, il a la même structure et même forme que le rein. Et en plus, embryologiquement, le rein naît du 3e arc branchial, qui aussi va donner embryologiquement l'os temporal que vous avez au niveau du crâne. C'est intéressant parce que quand votre temporal, lui, évidemment, va se mobiliser par rapport au canaux semi-circulaires, ben, le rein va faire la même chose. C'est logique, hein. Sinon on serait tout bancal, on serait de travers, on serait tordu de tous les côtés, on l'est déjà assez comme ça. Et je pense que c'est encore une fois la forme qui va donner la fonction. Bien sûr, la structure la reste aussi, bien entendu. Si on prend sur le plan neurologique, et c'est intéressant parce que le plan neurologique et le plan endocrinien sont très très liés, c'est-à-dire endocrinien, ça veut dire le plan hormonal, et si on prend ce plan-là, on s'aperçoit que lorsqu'on fait une coupe finalement du système limbique, eh bien on se retrouve exactement dans la même forme que le système utérin avec les 2 ovaires. Donc vous voyez, il y a une correspondance de forme absolument étonnante. Lorsque vous prenez les os propres de l'oreille, qu'on appelle l'étrier, le marteau et l'enclume, c'est assez amusant parce que ça ressemble vraiment à un étrier, un marteau et une enclume, eh bien vous allez vous retrouver exactement au niveau du marteau dans la même forme que l'os de la hanche qu'on appelle le fémur avec la tête fémorale. Donc les exemples sont très nombreux et on pourrait y passer tout mon propos là-dessus, donc ce n'est pas la peine, mais c'est pour montrer qu'il y a quand même une intimité assez extraordinaire entre la forme finalement et la fonction, et ce qui se passe au niveau de la structure et ce qui se passe au niveau du crâne. Et ce cerveau a finalement quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ce cerveau va fonctionner ce qu'on appelle à l'intention. Or, il y a eu une expérience assez étonnante qui a été faite en neurosciences. Vous savez que les neurosciences essaient de comprendre vraiment le mécanisme du cerveau en faisant des expériences absolument fantastiques. Elles essaient de dépasser ce côté
structurelle et physiologique pour passer sur le côté plutôt psychologique et émotionnel et sur des fonctions encore beaucoup plus subtiles que celles que l'on connaît, par exemple en sachant déterminer les aires cérébrales, les aires du langage, etc. Tout ça c'est extraordinaire, mais il y a encore plus que ça et je crois que l'intention c'est le côté extraordinaire du cerveau et on ne peut pas passer là-dessus avant de parler des différents cerveaux du crâne. Cette expérience qui a été faite par une chercheuse qui a injecté une protéine qu'on appelle la leucine, qui est un marqueur, et elle l'a injectée tout au début du cerveau, au niveau du rhinencéphale, pour voir l'état de propagation de la leucine, c'est-à-dire jusqu'où elle allait se propager et tout ça. Et dès qu'elle a injecté la leucine, avant même qu'elle ait atteint les structures postérieures du cerveau, le cerveau avait déjà enregistré les marqueurs de cette protéine, c'est-à-dire qu'il avait déjà compris que l'on allait lui injecter une protéine et il avait déjà révélé ces marqueurs protéinés. Et on peut prendre comme exemple finalement un joueur de tennis dans l'intention. Le joueur de tennis, lui, il va renvoyer la balle avec sa raquette le plus fort possible, avec beaucoup d'adresse, beaucoup d'agilité. Mais il y a une chose qu'il ne va pas faire lui tout seul, c'est choisir l'endroit où il va la renvoyer. Avant même qu'il ait renvoyé la balle, le cerveau a compris son intention et a déjà choisi pour lui le geste de renvoi de la balle. Et donc, vous voyez, cette intention, elle est extraordinaire parce qu'elle est quelque chose qui sert de base à l'inconscient et qui nous permet d'appréhender très souvent des gestes de survie, des gestes ou de ressentir des choses qu'on ne va pas comprendre avec notre intelligence, mais qu'on va ressentir dans tout notre être et qui vont nous alerter finalement. C'est un signal d'alerte, mais c'est aussi un signal de connaissance. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que cette intention ne peut réellement fonctionner qu'à partir du moment où les trois cerveaux sont liés ensemble. À partir du moment où un cerveau va être prioritaire sur un autre, cette intention va être perturbée et peut justement freiner énormément les capacités psycho-cérébro-physiologiques d'un individu, à la fois dans son cerveau et dans sa structure, et peut aller jusqu'à finalement une lésion dont on a parlé, où j'ai déjà écrit dans un de mes livres, notamment dans le dernier, qui s'appelle l'inhibition de l'action. Et à partir de ce moment-là, notre travail à nous, c'est éviter cette inhibition de l'action, ou au moins la corriger, ou la réduire, à partir du moment où on sait réamorcer le fonctionnement de ces trois cerveaux.